Merci pour l'accueil, c'est merveilleux. Il fait superbe. Félicitations. Merci. Vous avez eu le Grand Prix des enquêteurs. Absolument. 23. Tout à fait. Votre roman Jour de ténèbres. Exactement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, c'est un roman qui se passe en Californie, à San Diego. On va retrouver en fait une série de meurtres assez bizarres, où des jeunes femmes vont être mutilées par un tueur qui va laisser des indices sur la scène de crime. Et donc ce tueur, il va donner un nom, il s'appelle Fogg, et on a deux enquêteurs qui vont le traquer à travers les pages du livre, avec forcément tout ce qui fait les codes du polar, donc des fausses pistes, des indices. On sait que le tueur, on le croise, on sait que peut-être que c'est lui, que c'est elle, mais en fait on ne saura pas jusqu'à la fin du livre qui est ce fameux Fogg qui se cache donc derrière le brouillard, derrière les ténèbres du livre. Alex Craddock, Elvis Cochrane, c'est aussi un clin d'œil musical. Craddock était le vrai nom de Gene Vincent, qui a chanté Biba Lula par exemple. Et puis il y a un côté aussi musical, parce que moi j'aime bien la musique américaine. Ma grand-mère était américaine. Et j'ai voulu aussi baigner ce livre dans cette ambiance californienne américaine avec la musique, les décors, et puis aussi justement les ténèbres également, qui sont le côté un peu obscur de la force, comme disait l'autre. Qu'est-ce que ce prix va vous apporter? Alors, c'est un grand bonheur déjà avant tout, c'est une fierté aussi en tant que personne. C'est un premier roman qui va vraiment, j'espère en tout cas, me booster vers une carrière peut-être d'auteur de romans policiers. Et puis aussi, j'aimerais bien aussi que ce livre aussi donne envie à des lecteurs de découvrir un petit peu forcément la Californie, qu'on voit souvent à travers des séries, mais avec un prisme un peu différent. Là, on va vraiment voyager, on va être aussi sur des lieux un peu comme méconnus et qui vont aussi, je crois, être une partie importante du livre. Félicitations. Et puis, Merci pour l'accueil, merci à vous surtout. J'ai vraiment la voix qui coince, je suis un peu enroué, donc c'est un peu... C'est complètement sur ce lieu-là. On m'en avait parlé quand j'ai emménagé, enfin je défaisais mes cartons à la maison. Et il y a une amie qui vient nous rendre visite et qui me dit... Elle me dit, mais Jo, est-ce que tu sais que juste en face de chez toi, tu vois Storholmen juste... Je dis, oui, elle me dit, mais il y a un manoir hanté là-bas. Je dis, mais tu plaisantes, c'est pas possible. Et donc, je me suis renseignée, puis donc on a pris une navette, la fameuse navette 80 qui est dans mon livre, enfin qui est vraiment un personnage du livre. Et on est allé avec mes enfants, je leur ai présenté ça comme... l'île de Casper, et on est allé sur cette île-là. En fait, quand j'écris, je pense à ce partage. J'en parlais tout à l'heure. Enfin, pour moi, c'est très important. Je sais que mon livre vit au-delà et j'ai envie de prendre par la main ces lecteurs et de les emmener dans mon monde. En plus, là, cette île, enfin, c'est une île. Enfin, moi, j'y ai posé les pieds pendant... j'y suis allée en hiver, enfin, en été la première fois, puis en hiver, puis en automne. Je me suis dit, mais il faut que j'emmène mes lecteurs. Et donc, il y a vraiment ce désir-là de partage. Alors après, peut-être que ça se sent, mais je prends beaucoup de plaisir et de temps d'ailleurs dans la description de ces lieux qui sont vraiment un personnage. L'île est un personnage. Et puis pour moi, pour la méridionale que je suis, cette île, c'est exotique, quoi. On se dit, mais c'est pas possible qu'un endroit pareil existe. Des gens, enfin une île piétonne. Des gens qui prennent le bateau pour aller, puis il y a des gamins qui sont à l'école avec mes enfants. Je me dis, mais quelle vie incroyable. Donc je pense que c'est ça peut-être cette envie de partage qui se ressent, et d'ailleurs tant mieux. Alors dernière question, vous venez de recevoir le prix des lecteurs. Pourquoi ce prix a des questions particulières, vous qui êtes déjà une autrice reconnue, etc., avec du succès? C'est extraordinaire d'abord un prix de lecteur, parce que je pense que c'est la plus belle des choses. Voilà, c'est être reconnu par les gens à qui mon livre s'adresse. Et après, c'est ce qui est très touchant dans ce livre-là, c'est que c'est un livre qui reçoit un amour fou de la part des lecteurs et même de la presse, des journalistes. Enfin, Et c'est extraordinaire parce que c'est un livre qui a été fait dans une certaine urgence, et qui m'a permis de vraiment planter mes racines dans ce lieu où je ne me sentais pas la bienvenue. J'ai vécu en Espagne, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Paris, et je me suis toujours sentie la bienvenue, mais pas en Suède. Et c'était douloureux parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup, enfin, l'île où je vis, voilà. Et en fait, c'est comme si ce livre-là m'avait permis de planter mes racines et de dire, en fait, c'est pour ça que tu es parti là-bas. Pour partager ça avec tes lecteurs, et il y avait cette nécessité-là. Donc j'avais besoin en fait de créer une histoire en fait tout autour de ce livre-là qui m'a fait beaucoup de bien en tant que personne, vraiment par rapport à mon histoire personnelle, et qui m'a permis de justifier
ce déménagement qui n'était pas prévu en fait dans les terres du Nord. Voilà. Voilà. Non, je t'en prie. Je voulais vraiment mettre ce roman dans un lieu comme un huis clos en fait, hein, donc un lieu entre la mer et la terre. Et je voulais vraiment parler d'un village portuaire qui périclite, où les marins sont en danger, tant par la marée noire, par le manque de poissons, par les difficultés économiques. Et voilà, je visualisais très bien cela dans la Bretagne, dans le sud Bretagne. Voilà. Non. Oui, tout à fait. Là, on commence par une histoire un peu personnelle avec le personnage principal qui se rend à l'enterrement de son père pour littéralement cracher sur sa tombe parce que son père était un assassin. Et au fur et à mesure, on va comprendre ce qui s'est vraiment passé et l'enjeu, l'importance du chômage, de l'économie dans une ville portuaire est tellement importante. S'il n'y a plus d'économie, c'est la ville entière qui meurt. Donc je mets ça un peu en avant dans le roman. Et on vit avec les marins les difficultés, le dur labeur et puis bien sûr les silences que les marins sont plutôt avares en paroles. Oui, c'est le titre vient de ça, le chant du silence, et c'est tous ces non-dits, ces petits silences qu'on laisse peut-être après s'être fâché avec son père, sa femme, ses enfants, qu'importe. Mais tous ces petits silences mis bout à bout, si on ne crève pas l'abcès, plus tard ça va devenir peut-être des fausses vérités. Et on va avoir des faux avis sur, donc là en l'occurrence le personnage principal, sur son père, qui pense vraiment être le parfait salaud. Et avec l'aide d'un ancien collègue de son père, il va comprendre petit à petit, à travers ces silences qu'il a laissé s'installer quand il était plus jeune, que peut-être son père n'est pas le salaud qu'il imagine. On va pas en dire plus. Non. Un prochain roman Oui, le prochain est en cours, en cours d'écriture et sortira en septembre 2024, donc dans un an, pile poil. Hein. Voilà. Peut-être. Merci. Alors, Je suis le feu est un thriller polar qui s'ouvre sur une scène de crime assez terrible d'une maman égorgée dans sa salle de séjour face à son enfant de 10 ans qui lui a les yeux bandés et un casque diffusant de la musique forte sur les oreilles. Donc il n'a pas assisté au meurtre de sa mère en fait. Et c'est le 3e meurtre comme ça à La Rochelle. Et donc la PJ de La Rochelle est complètement paumée, elle ne comprend pas du tout les motivations de ce tueur. Et elle va faire appel à Victor Caran, qui est psychologue carcéral à la prison de l'Île de Ré et qui est un expert en psychologie criminelle. Et donc ce psy va se greffer à la traque de ce tueur qui plonge La Rochelle dans le chaos. Et pourquoi avoir choisi comme personnage principal justement un psychologue qui intervient en milieu carcéral plutôt qu'un flic? Alors j'ai choisi de créer ce personnage de psychologue carcéral déjà parce que l'univers de la prison est un univers qui m'intéresse beaucoup. Parce que voilà, quand j'étais petite, je suis allée très souvent visiter quelqu'un de très proche en prison. Et je voulais absolument soulever les nombreux problèmes de la prison française. Et puis un psychologue parce que déjà je suis passionnée de psychologie et puis ça me semblait être une porte d'entrée formidable pour construire des personnages, les décrire via ses yeux à lui de psy. Donc à chaque fois d'essayer de démonter les fonctionnements psychologiques des personnages pour mieux les comprendre. Je suis le feu, c'est un deuxième livre après Sombre où on retrouve Victor Caran et est-ce qu'il y aura un 3e livre avec un personnage? Il va y avoir un 3e tome des aventures de Victor Caran
qui va sortir en février. Et cette fois-ci, c'est Victor qui va se plonger dans une enquête. En fait, il rencontre un détenu et au bout d'une heure, il est persuadé que ce détenu n'a pas fait ce pourquoi il est en prison depuis 10 ans. Donc pour lui, il y a eu erreur judiciaire et il va enquêter avec une flic, un peu en sous-marin parce que il se doute que peut-être il y a un flic qui est impliqué dans cette erreur judiciaire. Merci. On peut l'appeler polar du réel. D'accord, l'obstiné, donc toi. Effectivement, c'est la qualification qu'on m'a donnée. Pourquoi avoir écrit ce livre à l'issue des enquêtes et des arrestations que tu as faites? Alors, ce livre part d'une nécessité de porter un message à l'opinion publique. Ça part du constat des leçons qui n'ont pas été tirées par mon institution à la suite de la résolution de dossiers criminels anciens qu'on appelle couramment des cold cases. J'ai été confronté à énormément de difficultés, à la fois humaines et institutionnelles. J'attendais simplement que mon institution me soutienne et reconnaisse la difficulté qui s'était opposée à moi, en tire des leçons, et ce n'a pas été le cas. Donc j'ai laissé en suspens un travail très compliqué où il y avait énormément d'humains blessés et un risque pour la société, puisqu'un meurtre qui n'est pas résolu, c'est pas seulement une famille dans la souffrance en attente d'une réponse qu'elle n'obtient jamais, c'est aussi un criminel dans la nature. J'ai trouvé donc que la lecture était pour moi le moyen le plus efficace et le plus pérenne de porter ce message-là. Donc ayant une appétence naturelle pour la littérature française, j'ai décidé d'écrire ce livre. Tu as bien fait, ce roman est particulièrement touchant. Merci. Pour le lecteur. Penses-tu avoir l'occasion d'écrire un nouveau roman sur d'autres affaires Alors sur d'autres affaires, je ne sais pas, puisqu'en fin de compte, c'est la nécessité d'écrire qui a fait le livre. Puis surtout, je ne voudrais pas écrire plus de livres que je n'en ai lus. Mais c'est surtout que j'ai beaucoup de souffrances humaines à dénoncer. Dans nos institutions, que ce soit la police ou l'enseignement ou le corps médical, il y a énormément de gens qui souffrent. Parce que je trouve que dans notre société, on a trouvé un malin plaisir à virer l'humain de nos équations. Et ça a des conséquences horribles pour notre société. Donc un autre livre, oui, j'ai beaucoup de projets. Sous quel délai, je ne sais pas. Le premier, j'ai eu beaucoup de mal à l'accoucher, si je puis dire. Mais j'ai le projet d'en écrire un deuxième, oui. L'obstiné, ce sera peut-être aussi un film? Alors effectivement, on a un projet d'adaptation, non pas des meurtres que je résous, puisque moi c'était un engagement que j'avais pris avec les familles de victimes, c'est de ne jamais permettre que la mort de leur enfant soit portée à l'écran par un acteur. Il y aurait effectivement une adaptation du personnage, c'est-à-dire moi. Donc d'ailleurs, beaucoup d'acteurs formidables sont bousculés. Il y a Brad Pitt, je crois, qui sait, mais bon, voilà, on verra. Merci à toi et bonne Merci. journée, bon festival. Merci beaucoup. Ouais, il y a d'un côté Ambre qui est sur les réseaux sociaux, qui va discuter avec un homme à qui elle a confiance, il devient son confident et elle va tomber dans un piège, sans révéler ce qui se passe, mais elle tombe sur un prédateur en fait. Et en parallèle, on a une histoire avec des modérateurs de contenu. Des modérateurs de contenu, c'est des gens qui sont payés par Facebook, par Twitter, tous ces grands réseaux sociaux pour filtrer les vidéos très violentes. Et c'est un métier qui n'est pas sans conséquences parce que ça laisse des séquelles d'être confronté comme ça à des vidéos. Et un jour, ils vont voir une vidéo très importante dans le roman et les deux histoires vont se rejoindre. Et on est dans du thriller. On ne va pas en dévoiler plus parce que sinon ce serait dommage pour le lecteur futur. Voilà. Très bientôt, dans quelques jours, quelques semaines, il va y avoir l'Empathie 2. Eh oui. L'Empathie 1, tu as eu un très bon succès pour ce roman. Donc l'Empathie 2, tu peux nous en parler un petit peu également? Ouais. On va retrouver certains personnages du numéro 1 avec cette brigade qui existe vraiment. Ça s'appelle la brigade du viol parce qu'ils enquêtent que sur des affaires de violeurs en série. Et ça va être dans l'atmosphère du numéro 1, mais aussi avec beaucoup de différences. Il va y avoir un nouveau personnage de policière qui arrive dans cette brigade et
de nouveaux prédateurs en face contre lesquels il va falloir lutter. Prédateurs dans tes romans, dans Contre- l'empathie, on nous disait vous ne dormirez plus en laissant les fenêtres ouvertes. Je me rappelle de son roman, c'était quand même assez punchy au départ. Et, Ouais, ben, ça, on va attendre l'empathie 2 avec beaucoup d'impatience. La date de sortie officielle 12 octobre. 12 octobre. Parfait. Merci à toi et bon Merci, salon. merci beaucoup. C'est une histoire vraie qui prend naissance quand j'étais chef de service à la police judiciaire. Et en fait, on avait un affrontement entre deux mafias, les mafias chinoises et les mafias juives. Quand on fait toutes les arrestations, il nous restait les deux jeunes chefs, enfin les restants, parce que les autres étaient ad patres. Donc on leur pose la question, mais depuis quand vous vous connaissez? Et là, ils n'ont pas su nous dire. Mais on voyait que c'était honnête, quoi. Et là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose, je vais chercher. Et ce que je trouve, je me suis dit, ça c'est un roman qui va se faire. Et je fais remonter, c'est la réalité, parce que tout le monde peut le vérifier, quand les communautés juives et chinoises, avant que ce soit les mafias, donc ce sont des communautés d'hommes, se sont rencontrées et on remonte à la Première Guerre mondiale. Et voilà. Donc c'est là qu'il y a le creuset de cette rencontre. Il y a un très gros passage historique au milieu du roman. Il y a Oui. une première partie où ça tiraille de tous les côtés. Grosse partie historique au milieu du roman où j'ai appris énormément de choses. Un roman vraiment percutant. La guerre de 14, je n'imaginais même pas que des Chinois étaient venus en France. Ouais. 140 000 Chinois sont venus en France parce que la France, à cette époque-là, perdait 1000 hommes par jour. Et c'était les femmes qui étaient dans les usines, dans les champs. Et il fallait des hommes pour aller, pour remplacer ceux qui étaient au front. Et donc les Chinois venaient pour travailler, sauf qu'au bout d'un moment, certains leur a dit vous allez aller dans les tranchées, récupérer les morts, et remettre les tranchées d'aplomb, etc. Sauf ce qui n'était pas prévu. On ne va pas en dire plus. Non, surtout pas, surtout pas. Tout le roman. En tout cas, c'est un très très bon roman. Merci. Le prochain roman, vous avez déjà une idée, vous avez déjà commencé à travailler dessus parce que c'est quand même votre dernier roman, c'est un gros pavé, donc j'imagine que ça a été des années de travail, de recherche. Ouais. Le suivant, vous avez déjà... Oui. Alors oui, ça a été beaucoup de recherche parce que je suis allé en Chine, en Israël pour tout vérifier, tout valider, donner la chair au roman, quoi, parce que le romanesque, qui est la réalité. Le prochain roman sera différent, plus court. Et j'ai déjà commencé à l'écriture. Parfait. Donc on aura peut-être la chance de vous revoir sur ce joli plan. Ah ben, avec grand plaisir. Merci. Avec grand plaisir. Bonjour Nico. Bonjour. Bienvenue avec l'Agence Thriller Festival, dont tu as l'honneur d'être le parrain. Eh oui. C'est un petit oui. Ben non, c'est pas ça, c'est que je me dis que je vieillis, quoi. Avant j'étais invité, maintenant je suis parrain. T'étais invité, t'as été Bientôt je lauréat. serai grand-père. Tu as eu le prix, c'était il y a 3 ans, il me semble. Non, c'était il y a quand même, non, c'était la première édition, donc c'était il y a 9 ans déjà. Bah si, c'est pour ça que je te dis, on vieillit. Hein. Si vieux. Eh oui, c'est ça. On voit pas les années passer. Donc cette année, tu nous reviens avec La Lisière. Ouais. Pourquoi ce titre? Ah, le titre en lui-même, parce que bah, justement, ça laisse la place à plein de possibilités. Et que La Lisière, c'est quand même un roman dans lequel on est un peu à la frontière entre la vie et la mort, entre le rêve et la réalité. Donc, La Lisière. On n'est pas loin de la mythologie celte. On est en Bretagne, donc forcément on est déjà dans la mythologie, hein, mais effectivement dans la mythologie très ancrée dans la région où ça se passe, les Monts d'Arrée. Ouais. Les Monts d'Arrée, effectivement. Les femmes sont fortes dans ton roman. Les femmes sont fortes tout court, donc dans mon roman aussi j'ai envie de dire, mais c'est pas un choix, c'est naturel. On parle quand même du fait dès le premier chapitre de perdre son enfant. Donc c'est presque une évidence que c'est plus
une histoire de femme qu'une histoire d'homme, même si j'adore mes enfants et que s'ils disparaissaient, je serais très triste. Mais en tout cas, dans mes romans, ça me semblait plus naturel que ce soit une femme qui le porte. Un prochain roman bientôt, j'ai cru comprendre que le point final avait été mis il y a quelques jours. Oui, un prochain roman tous les ans, il faut se dire ça. Donc effectivement, en mars, difficile d'en parler parce que j'ai même pas encore vraiment fini de l'écrire. Mais en tout cas, je sais déjà où ça se passe, heureusement, parce que j'ai quand même presque fini de l'écrire. Ça se passe dans les Vosges, le nord des Vosges, à la frontière avec l'Allemagne. Une région très particulière et il y aura beaucoup de neige. Là, je reviens dans la neige un peu après la pluie, après le beau temps. Ouais, solitude. Et là, je reviens dans la neige, mais ça sera aussi beaucoup de forêt, puisque c'est le massif des Vosges qui est un massif forestier gigantesque. Eh bien, merci beaucoup. Bon salon à toi. Ouais. Et puis à très vite sûrement. À très vite. Une première, et j'espère pas une dernière, parce que c'est magnifique et les gens sont super sympas. Parfait. Donc tu es là pour ton roman qui s'appelle La Ligne. Oui. Tu peux nous en dire quelque chose? La ligne, c'est un roman qui porte parfaitement son nom, hein, parce qu'il est question d'une ligne. On est dans un village. C'est un roman qui n'est ni daté ni situé géographiquement, même si on se situe sur une époque contemporaine. Et on est dans un village et les villageois se réveillent un matin, il y a une ligne blanche qui a été tracée au milieu du village, qui est une ligne blanche qui est non contraignante et en même temps, chacun va être amené à se positionner autour de cette ligne et il va forcément se passer plein de choses. Tout à fait. Donc la ligne a été décidée par le gouvernement, visiblement. Oui, c'est une ligne de partition, mais moi je n'avais pas envie de me poser la question du pourquoi de la ligne, mais plutôt comment les gens allaient s'approprier cette ligne et ce qu'ils allaient en faire derrière. C'est assez sombre comme histoire, c'est un roman noir. C'est un roman noir avec, donc forcément c'est sombre, qui se déroule sur 30 jours, donc on est dans la période où le passionnel prend le dessus sur la raison, comme on peut voir malheureusement bien souvent dans l'actualité, et avec une dimension sociale et puis une interrogation aussi sur notre société et la montée des populismes. Donc on va laisser le lecteur se positionner à droite ou à gauche de la ligne, c'est aussi le but de ton roman, c'est ça aussi quelque part. Qu'est-ce qu'on ferait nous si on était nous devant ce... Alors qu'est-ce qu'on ferait nous? Et puis c'est aussi en écho à tous les débats qui sont aujourd'hui lancés dans l'actualité, pour lesquels on nous demande de nous prononcer pour, contre, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui on est dans une société qui est de plus en plus binaire, avec ceux qui ne sont pas pour, c'est que forcément ils sont contre, s'ils sont contre c'est que c'est l'ennemi, si c'est l'ennemi il faut les abattre, et qu'aujourd'hui on a une disparition des débats et que tout de suite ça tourne à l'invective, à la menace, voire à la menace physique. Tu écris également pour la jeunesse. Oui. Tu as d'ailleurs participé à des entretiens avec des collégiens, des lycéens. Des écoles, enfin moi j'écris pour les enfants, pour les jeunes ados, pour les grands ados, donc je suis allé pas mal dans des classes de CM2 et hier j'ai rencontré avec la ligne des lycéens de première et de terminale. Ça s'est bien passé, visiblement. Ah, super. Une actu prochaine d'un autre roman en cours d'écriture? Alors la prochaine actu à sortir, ça va être une BD jeunesse là, chez Jungle qui s'appelle Le Grand Bug qui sort dans 15 jours. Après il va y avoir un nouveau tome en janvier de la série 10 minutes pour les 9-12. Et le prochain roman adulte, pour le moment il est là, donc il ne demande qu'à sortir, il faut que je m'y mette. Merci à toi et puis sûrement à très vite sur un autre festival. Avec grand plaisir, un grand merci à vous tous pour l'accueil. Alors, la 7e diabolique, c'est une sorte de chasse au trésor qui se passe dans ma région, c'est-à-dire en Normandie. Et ça va nous raconter l'histoire de deux personnages, un écrivain et un étudiant, qui débarquent une nuit dans un manoir du Cotentin à cause d'une panne de train qui les oblige à dormir là sur place. Au départ, la cohabitation entre eux se passe très très mal, jusqu'au moment où dans ce vieux manoir, ils vont découvrir une correspondance cachée dans une boiserie qui va les lancer sur la piste d'un secret criminel, un secret de famille
qui s'est produit dans la maison sous le Second Empire. Donc ces deux personnages vont remonter un peu dans le temps sur la piste d'une femme, qui est une femme recluse. Ils n'en savent pas plus au départ et ils vont mener toute une chasse au trésor pour découvrir qui était cette femme recluse, ce qui lui est arrivé. Mais bien sûr, sur le chemin, ils vont trouver des obstacles et notamment les descendants de la famille qui vont essayer de leur mettre les bâtons dans les roues. Alors que s'est-il passé depuis l'année dernière, depuis cette sortie de ce premier roman? Quelle aventure vous avez vécue? C'était une merveilleuse aventure puisque voilà, c'était mon premier roman qui a été publié l'année dernière au mois de septembre et ça a été toute une année de salons, de dédicaces, de rencontres à travers toute la France pour faire connaître ce livre et le partager avec les lecteurs. Il y a eu beaucoup de rencontres intéressantes, beaucoup de déplacements et je suis donc très heureuse de revenir ici cette année parce que c'est ici que tout a commencé, c'est ici que j'ai fait mon premier salon. C'est ici que le prix m'avait été remis, donc j'ai vraiment été très touchée qu'on me réinvite cette année à l'occasion de la sortie en poche de la 7e Diabolique qui est sortie ces jours-ci. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir permis de revenir ici cette année. Et quel est le projet pour la suite? Alors là, je suis en train d'écrire un nouveau roman qui sera cette fois-ci un véritable roman historique, un roman en costume, on va dire, qui se passera toujours sous le Second Empire parce que c'est vraiment ma période de prédilection. Et là, on va partir sur les traces d'une Italienne immigrée en France sous le Second Empire dans le Paris de Haussmann. Donc le Paris des grands travaux, le Paris des théâtres et des opéras. Et on va suivre cette jeune Italienne qui va être mêlée à un attentat qui a été commis contre l'empereur Napoléon III. Et donc elle va être pourchassée par un policier qui est sur sa trace et elle va essayer de lui échapper tout en construisant son destin dans un Paris qui était quand même très violent et très dur pour les femmes à cette époque. Moi j'écris depuis que je suis enfant, donc je crois que je suis restée profondément attachée aux histoires pour enfants. Et j'ai été très impressionnée quand j'étais enfant par Roald Dahl notamment. Et je crois que j'ai jamais quitté la chocolaterie avec Charlie. Donc écrire pour les enfants, ça m'est assez naturel. Bon, j'ai aussi moi-même eu des enfants, j'ai été enseignante à l'école maternelle, donc c'est un monde dans lequel je suis bien et voilà, je me pose pas trop de questions de savoir comment m'adresser à eux, ça vient un petit peu tout seul. Je m'adresse à plein d'âges différents et puis j'écris des genres assez différents, effectivement l'enquête, mais aussi le fantastique, des livres plus vie quotidienne sur l'entrée au collège, des choses comme ça. J'aime bien aborder un peu tous les thèmes dans mes livres. Alors je ne fonctionne pas forcément non plus par thème. Je pars plutôt d'un début d'idée, d'un petite étincelle comme ça qui me donne envie de développer une histoire et puis après ça se déroule et c'est plutôt les lecteurs qui trouvent à l'intérieur de mes livres des thèmes, des messages, voilà. Moi je me laisse porter par l'envie d'écrire, d'inventer une histoire, plus que par l'envie de délivrer un message ou d'aborder un thème. Effectivement, la lecture est très importante pour vous parce qu'il y a quand même une petite série de 3 bouquins que vous faites avec l'illustrateur Romain Badel. C'est très sympa cette illustration. On tourne quand même beaucoup autour de l'écriture. Oui, c'est vrai que c'est pour le coup un thème qui revient, mais sans que je fasse vraiment exprès, mais je crois que j'essaye d'explorer l'écriture, la lecture et l'imagination dans tous ces recoins. J'ai aussi été très impressionnée quand j'étais enfant par l'Histoire sans fin, que j'ai vue en film, et qui parle aussi finalement de ça, hein, d'un enfant qui plonge dans une histoire et qui interagit avec un livre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fascine et je crois que je n'en finis pas de tourner autour. J'ai aussi écrit Comment je vais devenir écrivain si tout va bien, qui parle encore une fois d'écriture, de découverte du plaisir de l'imagination et de l'écriture. Donc oui, c'est vrai que Le prochain qui arrive. Non, il est sorti déjà celui-là. Ouais. On dit toujours que quand on se parle entre écrivains, on remarque toujours on écrit toujours le même livre, quoi. On tourne toujours autour des mêmes choses, on ne peut pas s'en empêcher. C'est le travail d'une vie, je pense, que d'explorer un thème comme ça. Et comment vous faites pour les illustrations? Est-ce que
que c'est vous qui avez des illustrateurs que vous aimez particulièrement ou on vous les propose? Comment ça fonctionne? Parce que dans tous vos livres, je trouve que le graphisme est très sympa. C'est pas tous les mêmes illustrateurs et illustratrices. Non, effectivement, je n'illustre pas moi-même, donc je travaille avec des illustrateurs différents. En général, ça passe par l'éditeur. Mais on en discute, donc je peux faire des suggestions ou alors on me propose plusieurs illustrateurs et je choisis d'une certaine façon. Après évidemment il faut que l'illustrateur ou l'illustratrice soit disponible et en vie. Voilà, donc mais c'est pas tellement un choix qui m'appartient, mais je donne mon avis en général quand même. Et est-ce que vous pensez que justement cette série sur l'écriture pourrait être transposée en dessin animé par exemple? Oh oui, je pense que... Oui, moi aussi j'aimerais bien. Bien que ce soit un peu décevant parfois de découvrir les adaptations de ces livres, parce que... Oui, bien sûr. Ouais. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est des aventures fantastiques avec beaucoup de suspense, avec plein de... Enfin, moi, quand j'écris, je vois vraiment le film qui se déroule dans ma tête, donc j'ai tendance à écrire de façon très détaillée. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de dialogue, c'est assez vivant, assez enlevé, assez drôle. Donc oui, évidemment, ça s'y prêterait assez bien, je pense. Voilà. Alors mon actu, elle n'est pas pour tout de suite. J'ai des livres qui vont sortir l'année prochaine, en 2024, fin 2024. Ce sera une trilogie de romans fantastiques qui sortira à l'École des loisirs. Je n'ai pas encore le titre. En tout cas, ça tournera autour à chaque fois d'une culture. Donc ça va commencer par la Chine. Il y aura l'Égypte, qui est quelque chose qui revient beaucoup dans mes livres aussi. Et autour d'un dé mystérieux qui possède des pouvoirs. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup. Suspicion, c'est un hybride entre polar et roman noir. C'est-à-dire qu'on a une enquête de police, mais l'enquête ne sert que de prétexte à délivrer mes messages. C'est l'histoire d'Aaron. Aaron a 10 ans. Il se fait offrir pour Noël un journal intime, pardon. C'était son rêve, il voulait absolument écrire et il commence à raconter son histoire. En même temps que ce cadeau, il reçoit malheureusement le départ de son papa et on a donc dans cette histoire une partie qui est dédiée au divorce, au conflit de loyauté pour les enfants et tout ce que peut provoquer un divorce dans une histoire en fait, et puis l'impact sur les parents, sur les enfants. Et en parallèle, on a Nathalie qui est enquêtrice en brigade des mineurs qui 2 ans après ce divorce est appelée sur une découverte de cadavres. Et forcément, mes deux histoires se rejoignent pour vous livrer une enquête dans laquelle le doute est omniprésent. Il y a un vrai message dans ce roman, parce que tu es enquêtrice. Tout à fait. Tu voulais vraiment délivrer quelque chose. Est-ce que, sans spoiler, tu peux nous dire un petit peu le message que tu voulais faire passer par le roman? Alors il y a 2 messages essentiels dans ce roman. Le premier, c'est qu'on est au pays des droits de l'homme et on parle toujours de droits, le droit de ci, le droit de là. Moi, je voulais rappeler avec ce roman que si on a des droits par rapport à nos enfants, on a surtout un devoir, c'est celui de les protéger. Et celui-là, il me paraissait essentiel. Le deuxième, c'était vraiment de travailler le travail des enquêteurs en brigade des mineurs, d'expliquer dans un contexte où on parle beaucoup de violences faites aux femmes, que les policiers ne font pas rien. Que quand on a un dossier de violence conjugale qui arrive, on a aussi en attente un dossier de viol, un dossier d'agression sexuelle. Et malheureusement, on doit prioriser la douleur des victimes. Donc on fait ce qu'on peut, on n'est pas des robots, nos journées ne font que 24 heures. Mais on fait un maximum pour les victimes. Malheureusement, une victime en emmène une autre, qui en emmène une autre. Et on est obligé de faire ce choix et de dire, celle-là, elle va peut-être devoir attendre encore un petit peu parce que je dois m'occuper de cet enfant qui est en danger chez lui ou dans le foyer où il est placé. Donc c'est vraiment ces messages-là que je voulais faire passer. Alors moi, je trouve que le message il passe très bien. Il y a un côté très original et voilà, je ne vais pas trop en dire, mais il y a un côté très original dans le roman. Est-ce que toi, de par ton métier, en fait, c'est des situations que tu rencontres assez quotidiennement ou c'est vraiment des situations classiques comme ce qu'on nous explique plutôt à la télé en règle générale? Alors, ce qu'on voit dans Suspicion, c'est tiré de plusieurs enquêtes que j'ai réalisées. C'est pas une enquête en particulier, puisque je n'ai pas le droit de le faire, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai inventé, mais qui est toutefois tiré d'une réalité, c'est-à-dire que souvent dans les cas de divorce, quand on en arrive à se détester autant qu'on s'est aimé, et bien souvent l'enfant devient un instrument de vengeance, mais la police aussi. C'est-à-dire qu'on est appelé pour des dénonciations
qui ne sont pas forcément vraies. Et le temps qu'on passe à démêler le vrai du faux sur ces histoires, c'est du temps qu'on perd pour les vraies victimes. Et ça aussi, c'est quelque chose que je voulais mettre en avant, parce que ce temps, pour nous, il est hyper important pour les vraies victimes et on n'a pas le temps de s'occuper de personnes qui, pour des raisons personnelles, vont nous utiliser. Donc c'est aussi un des messages de ce roman. Merci à vous. There was a conversation that took place between my English publisher and my French publisher at the book fair in London. Il y avait une conversation entre mon éditeur anglais et mon éditeur français à Londres. My French editor explained that I had a good readership, a lot of readers in Quebec. Mon éditeur français m'a dit que j'avais beaucoup de lecteurs au Québec. And would I consider the possibility of writing a book that was set in Canada as an acknowledgement for the readers there? Est-ce que ça sera possible d'écrire un livre sur le Canada comme une récompense pour les auditeurs, pour les lecteurs. Pour les lecteurs. My philosophy in life is to say yes and then work out how to do it. Ma philosophie de vie est d'abord dire oui et après voir comment je le fais. And so I began to research Quebec, where I had been several times. Donc j'ai fait des recherches sur Québec. Je suis allée déjà plusieurs fois là-bas. And I discovered that in the 1950s, the iron companies built cities for the workers. Et j'ai découvert qu'en 1950, les compagnies minières ont construit des maisons pour leurs employés. And at times there were as many as 5,000 people living in these very difficult, this very difficult environment. Et il y avait jusqu'à 5000 personnes qui habitaient dans cet environnement un peu hostile et difficile. And this seemed to me to be a very interesting location for ambiance, for atmosphere, for a sense of claustrophobia. Et ça me semblait un bon lieu pour l'atmosphère de un peu claustrophobie et. What did you say? It's a very difficult environment for people to survive. Ouais, c'est un environnement qui est très difficile pour les gens pour survivre. And so I thought to take a family into this environment and explore the dynamic of a family in this difficult situation. Donc je voulais emmener là-bas voir une famille et voir la dynamique de cette famille, comment ils survivent et comment ils vivent là-bas. Et voilà. Merci. Votre roman sur Paris sortira quand? Your next book is gonna be released when? Mars 2024. Oui. Merci. Merci. Bon salon. Merci. À la prochaine. Alors, De nulle part, c'est un livre qui traite principalement des enfants placés. Il a deux parties, en fait, une partie plutôt axée sur l'aspect social et une partie thriller. Mais c'est la partie sociale qui amène la partie thriller, à savoir quand un système est défaillant, et là en l'occurrence le système des enfants placés, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, quand un système en fait est relativement défaillant, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les individus? Surtout quand un individu qui sort de ce système, qui a galéré toute sa vie, se retrouve découvre qu'il a un frère jumeau qui lui a été adopté par une famille riche et que ça aurait pu être sa vie à lui. Donc en fait c'est ces deux personnalités que tout oppose qui vont se retrouver. Ils ont le même physique mais tout les oppose à l'intérieur. C'est pas la première fois que vous écrivez un roman sociétal, noir, psychologique, puisque vous avez une grosse partie de vos romans. Thriller, ouais. Je pense à Inexorable, je fais le pont. Qu'est-ce qui vous amène à vouloir écrire là plus particulièrement sur des sujets qui touchent souvent les enfants?
Alors les enfants, ça reste effectivement, parce que pour moi c'est là que tout se construit, donc ça reste quand même une dominante de mon travail. Derrière en fait on a Inexorable, puisque ce livre-là en fait c'est un livre qui est largement inspiré de ma vie de maman, puisque moi j'ai un enfant qui a un handicap invisible. Donc qui a eu des années très difficiles au sein de l'école, et ce que je voulais montrer, c'est encore une fois pas que les individus posent problème, mais que le système étant ce qu'il est, on a des étiquettes qui sont collées à la peau de ces pauvres gamins qui, sur un taux, quand on prend tous les handicaps invisibles, tels que par exemple la dyslexie, les TDA, TDAH, etc., on est à 20%, donc un élève sur 5. Et donc c'est de montrer que les parents en fait souffrent de ça, ont l'impression d'être seuls. Et non, en fait, moi mon rôle c'était aussi un peu de partager moi ce que j'avais vécu, non pas pour me parler de moi, mais pour montrer on n'est pas seul en fait, on est plein dans cette situation. Donc ça c'est inexorable, c'est-à-dire on est plein, je témoigne, et de cette dominante sociale je crée un thriller, à savoir est-ce que quand on a une étiquette comme celle-là, on est obligatoirement coupable aux yeux de la société. Et dans De Nulle Part, c'est vraiment qu'en enquêtant, moi, en faisant des recherches pour pouvoir écrire et avoir la matière pour faire mon personnage, que j'ai découvert toute cette situation, et que du coup, en tant qu'auteur de polar, je ne pouvais plus me contenter simplement d'en faire une histoire banale, mais ça devait avoir cette dimension sociale, parce que là, c'est tout le rôle justement du roman policier et du roman noir. Alors l'actualité, donc j'ai mon prochain livre que je viens de remettre à mon éditrice, il est validé, il est dans les tuyaux, donc rendez-vous en mars 2024. Merci beaucoup. Alors Heroína, c'est un roman qui se passe à Acapulco, au sud du Mexique. Acapulco, c'est dans l'imaginaire des gens, c'est la baie d'Acapulco, c'est le paradis, c'est magnifique. En fait, c'est un véritable enfer. Il y a beaucoup de narcotrafic là-bas, et j'ai voulu raconter l'histoire d'une femme, en fait mariée à un narco, avec qui elle a un enfant de 11 ans, et elle se rend compte, en fait, c'est le tout début du roman, donc je ne spoil pas. Un jour, elle arrive plus tôt à la maison, et elle découvre que son mari fait remplir des sachets de drogue à son gamin. Et là, elle a un déclic, elle se dit, je ne peux pas laisser faire ça, je ne peux pas continuer comme ça, je ne veux pas que mon gamin devienne narco comme son papa qui est chef d'un cartel. Et donc, c'est toute l'histoire autour de ça, comment une mère doit fait pour sortir son gamin de l'emprise du cartel de la drogue. J'ai un vrai gros prisme latino, hispanique on va dire. Bon, déjà avec mon nom, je viens pas de Norvège, j'ai des origines espagnoles, je parle les deux langues, et pendant une dizaine d'années j'ai couvert l'Amérique latine en tant que journaliste pour Courrier International. Donc j'ai parcouru le continent de long en large et en travers, avec évidemment beaucoup de reportages au Mexique, en Argentine, au Chili, là où, dans les gros pays où il se passe des choses. Et du coup, quand j'ai basculé dans la fiction, naturellement, pour moi, ça a été un décor parfait de polar, parce qu'en gros, moi je dis toujours, j'ai pas une imagination débordante, mais quand on parcourt l'Amérique latine, on a limite qu'à se baisser pour trouver des idées de polar, il y en a un à chaque coin de rue. Donc c'est aussi pour ça que Malavida, mon premier roman, c'était les bébés volés sous Franco. Là c'était très personnel aussi, parce que ma famille a fui le franquisme et tout ça, donc j'avais envie de parler de ça. Et puis après sur les autres, il y a du Pinochet, il y a de l'Argentine, et puis le Mexique est un terrain on va dire ultra favorable pour le polar. Vous avez envie prochainement de faire autre chose, en fait, de sortir de votre zone de confort, ou d'y rester, en chose à voir. Donc en gros, quelle est votre actu? Alors pour l'actu, non, on va rester dans la zone de confort. Alors j'essaye de changer. Là, Heroína, c'était vraiment, comme on dit, un one-shot avec
des personnages créés pour ce roman. Et là, je suis dans le début de l'écriture du prochain, qui doit sortir, si je tiens mes délais, donc je suis obligé de les tenir, donc ça va sortir en octobre 2024, donc dans un an. J'espère pouvoir venir à Gujan en avant-première le présenter, voilà, comme ça je passe le message pour être invité l'année prochaine. Ça va se passer pas mal en France, enfin, pas mal à Paris, mais tout aura un lien avec l'Argentine et avec un épisode peu connu dont on parle jamais, qui est la guerre des Malouines, qui a eu lieu en 82, qui a démarré le 2 avril 82 et le prochain roman commencera le 2 avril 2022. Voilà, je vous en dis pas plus. Merci. Bonjour, d'abord. Oui, alors Juanita, c'est mon dernier roman. Et pour la première fois, j'ai écrit un roman inspiré d'une histoire vraie. Juanita a vraiment existé. C'est une jeune femme de mère espagnole qui a eu un destin tellement romanesque dans les années 60 à Bordeaux que j'ai eu envie de raconter sa vie. Je suis allée pendant un an et demi même, à la rencontre de personnes qui l'ont connue, qui l'ont aimée et qui ont été presque, je dirais, sous l'emprise de cette personne qui avait un fort tempérament, un fort caractère. Avec Juanita, on rencontre des personnages qui ont vraiment existé, entre autres des joueurs de foot. Oui, elle a côtoyé les joueurs de foot, des Girondins. D'ailleurs, c'est par leur intermédiaire qu'elle a pu connaître cette ascension sociale, si je puis dire, dans un milieu que côtoyaient les Girondins à l'époque, la mafia bordelaise qui était tenue par des Corses, en lien avec la police, des politiques aussi de l'époque. Elle a eu un destin vraiment particulier, cette femme. Oui, un destin particulier. Alors, je dirais, le paradoxe, c'était une féministe quand même. Elle a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait, en tout cas au dire de ses amis, pour soutenir les femmes, mais enfin, c'était quand même une tenancière de bordel. Merci, Simone. Pour le prochain roman, on en a un petit peu discuté. Ce sera dans un an et demi, un peu plus d'un an et demi. Voilà, à peu près. Disons, je pense le terminer dans 8 ou 9 mois, donc ça fait la parution, oui, un an et demi. Donc on te retrouvera avec joie sur ce festival dans 2 ans. Ben, j'espère bien. Merci. Merci beaucoup. Alors Les Sœurs Lakota est vraiment un road movie à l'américaine. D'ailleurs, ça se passe aux États-Unis. C'est l'histoire de 3 sœurs Lakota, comme le titre l'indique, qui se retrouvent du jour au lendemain privées de leur mère, qui a été arrêtée et incarcérée pour conduite en état d'ivresse. Elles vont être placées dans des familles séparées, parce qu'elles sont 3, sont trop nombreuses pour être placées dans la même famille. Et la grande sœur n'accepte pas cette idée-là, la fratrie et tout ce qu'il leur reste. Elle va mettre ses sœurs dans la voiture et les embarquer pour la Californie de façon un peu insensée, en se disant pendant un an, le temps que la mère revienne, je vais m'occuper de mes petites sœurs. Alors, comme un road movie, la destination n'est pas très importante finalement, ce qui compte c'est le voyage et les rencontres qu'elles vont faire et les enseignements qu'elles vont en tirer. Donc ça devient un roman initiatique. Alors c'est un roman noir, mais vraiment pas un polar, il n'y a pas de policier, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de crime. Voilà. C'est effectivement un roman noir, surtout effectivement une remise en question, enfin des questionnements, une pleine construction. Mais pourquoi avoir choisi particulièrement cette tribu, ces Indiens d'Amérique? Alors j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis et j'ai également eu l'occasion de faire des séjours dans une réserve indienne avec Hervé Joubert, avec qui j'ai coécrit 2 romans qui parlaient des Osages, qui est une nation indienne, amérindienne en Oklahoma, donc rien à voir avec les Lakota, mais
mes voyages successifs et ces rencontres-là m'ont amené à dérouler le fil, à commencer à m'intéresser à la question des peuples premiers aux États-Unis. Et ça m'a rapidement fasciné parce que d'abord, c'est humainement, il y a quand même une tragédie dans la destinée de ces peuples-là. Il y a également un système raciste aux États-Unis qui est organisé contre eux. Et ça, forcément, en tant qu'être humain et en tant qu'auteur aussi, je suis forcément sensible à ça. Et c'est entré en résonance aussi avec des questionnements personnels. Pour lesquels j'étais mûr. C'était des questions que j'avais jamais vraiment abordées, mais qui est celle des minorités linguistiques et culturelles ici en France. C'est-à-dire que, alors évidemment, le parallèle est délicat, il faut être nuancé parce que les Occitans, les Basques, les Corses, les Alsaciens n'ont pas subi le sort qu'ont subi les Indiens, j'en suis bien conscient, mais il y a quand même dans le système hégémonique américain et le système hégémonique républicain français, et je suis républicain, on est bien d'accord, hein, mais il y a quand même des parallèles intéressants à creuser et je trouve que c'est important que quelqu'un comme moi, enfin en tout cas pour moi, c'était important de m'interroger là-dessus. Et le miroir avec les Indiens m'a parlé. J'ai vu un reflet très familier dans ce que je regardais là-bas. Ouais. Sur un autre versant, Ah oui, alors vous faites allusion à Ondes algériennes, qui est c'est pas un roman, c'est pas une nouvelle seule, c'est un objet littéraire un peu inhabituel qui a apparu à la Manufacture de Livres cette année. Il y a quelques mois, alors là vous faites allusion à d'autres questionnements qui sont ceux non plus des racines au sens culturel du terme, mais celui de la filiation et de l'héritage familial, celui dont on ne voudrait pas, mais dont on hérite, celui qu'on aimerait avoir, mais qu'on n'a pas forcément eu, et tous ces fantasmes aussi sur la filiation, les origines familiales. Mais Ondes algériennes est une aventure formidable, familiale vraiment formidable. Je pense exceptionnelle, parce que je ne connais pas beaucoup de projets qui ont abouti à cela, à savoir que mon père a fait la guerre d'Algérie, il n'a jamais voulu en parler. Toute sa vie, il a, je pense, vécu dans une espèce de syndrome post-traumatique qui ne disait pas son nom, et surtout que c'était une génération où on n'en parlait pas. Mais moi, j'ai jamais pu vivre sereinement avec ça. Il a fallu à un moment donné que je dépose le fardeau de mon père. En fait, je l'ai fait à 50 ans, en écrivant Ondes algériennes, qui a été retenu et lu dans le cadre du Marathon des mots de Toulouse en 2016. Donc ça date un petit peu, mais ça a déclenché chez mon père, qui a assisté à cette lecture dans le cadre du Marathon des mots, qui en a été bouleversé et qui a décidé, 5 ans plus tard, ça a déclenché chez lui, et c'est un long processus, mais tout ça c'est long, mais c'est super parce que c'est arrivé finalement, et mon père a écrit son récit de guerre, finalement. Il en a fait un petit récit auto-édité, enfin, qu'on a édité à compte d'auteur pour la famille, vraiment c'était vraiment que pour la famille au départ. De façon à ce que les gens comprennent ce qu'il avait traversé et d'où il venait. Et il a demandé à mon fils qui est photographe, Jules, donc mon père s'appelle Jean-Paul, mon fils Jules, et il a demandé à Jules de piocher dans son stock de photos d'armée pour en faire la jaquette, vraiment la couve, la 4e. Bon. Et mon fils, sans rien dire, parce qu'à sa manière aussi, il est un peu un taiseux, j'imagine, ça a dû le travailler, ça l'a marqué, de découvrir son grand-père en tenue de combat, en train de crapahuter dans les Aurès, à un âge inférieur au sien. Mon fils avait 26 ans à ce moment-là, et mon père, sur les photos, avait 19-20 ans, quoi. Et je pense que ça l'a marqué. Il en a fait un projet artistique, il a sélectionné certaines photos qu'il a mises en miroir avec des photos que lui a prises, évoquées, que l'Algérie évoquait en lui. Et il a fait ça à sa manière, à savoir des choses très, très éléments. Il est dans les éléments, dans le ciel, la terre et la mer. Et j'ai trouvé ça... Alors lui, il en a fait un objet artistique, il l'a soumis à l'Institut du monde arabe qui, en 2022, a retenu le projet, et il a fait partie de 4 photographes juniors exposés à l'Institut du monde arabe dans le cadre de l'expo Daoud Depardon qui a eu lieu en 2022. Donc c'était Daoud l'écrivain et Depardon le photographe. Et là, moi, je me suis dit, bon sang, quand même, il y a quand même quelque chose. Moi, je suis retenu dans le Marathon des mots. Mon père fait un récit très sobre, très beau, très touchant.
mon fils en fait quelque chose, un objet artistique, esthétique qui est retenu par l'Institut Monde Arabe. Il faut que je propose ça à mon éditeur qui lui s'intéresse à toutes ces questions de filiation, de descendance. Et là on avait 3 générations de Sévrac qui s'emparent de la même question. Et je me suis dit bon, il faut en faire quelque chose et mon éditeur m'a suivi. Il a été emballé et On des Algériens est sorti. Maintenant, c'est un autre objet. Et donc, avec une fiction qui est la mienne, parce que je suis romancier, un récit de guerre, parce que mon père a vécu ce récit-là, et puis le recul de la photo, peut-être la jeunesse aussi de mon fils, qui lui a une certaine distance par rapport à tout ça, qui est moins concerné et qui donc va sur un autre terrain qui est celui de l'esthétique iconographique, quoi. Enfin, moi je suis très heureux que cette aventure ait pu aboutir avant que mon père disparaisse aussi. Mon père de son vivant a pu lui aussi se débarrasser de cette espèce de poids qui le suivait depuis l'âge de 21 ans, quoi. Merci beaucoup Benoît et bon festival. Merci beaucoup. Merci de votre accueil.